Est-ce que c'est encore penser que de se débattre avec le vrai et le faux? Si on prend vraiment une grande distance, moi je vois 4 temps de la pensée. Il y a le premier temps, c'est la mythologie. Donc c'est il y a 2 000 à 3 000 ans. Penser, c'était donner des explications abracadabrantes. La pluie, c'est un dieu qui pleurait, etc. Le deuxième moment, Et c'est c'était beau. Aristote, Platon, les présocratiques, qui dit non, 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 on va essayer de trouver une raison, des arguments, et c'est les débuts de la science. Mais ils étaient dans une posture totalement passive. Le troisième temps, c'est le siècle des Lumières. Ce n'est pas seulement raisonner pour comprendre le monde, mais c'est raisonner pour changer le monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on arrive tout doucement dans un quatrième temps où on garde l'idée de vouloir changer le monde, mais on retourne à la mythologie. Donc, si je faisais une petite matrice comme un consultant que j'ai été, je dirais le risque, il est là. C'est d'avoir maintenant la même idée qu'au siècle des Lumières de changer le monde, un maître et Oui. possesseur, etc. Donc ça, on garde, mais on retourne à des principes mythologiques, une absence de raison. Et pour moi, le danger, il est là. On le voit bien d'ailleurs dans le récit technologique, qui est un récit totalement mythologique, qui s'appuie fondamentalement sur le mythe de Prométhée, le mythe du golem, qui ont donné par la suite Frankenstein et les autres, et avec justement ces deux tenants du technosolutionnisme ou de la peur et de l'agitation du chiffon rouge sur la technique va nous dépasser, va nous remplacer, parce que dans les deux cas, vendre de la peur ou vendre de l'espoir, ça fait vendre. Ah, Et on se retrouve avec ces La peur un idéologies. peu plus que l'espoir. Hein, oui, d'ailleurs. exactement. En tout cas, les médias adorent ça c'est vrai. Ouais, c'est clair. Et on se retrouve avec le fameux Tescril, dont nous avait parlé notre Louis de Diesbach, presque national, on t'embrasse, avec toutes ces idéologies qui sont portées et qui infusent chez ces grands patrons de la tech. Donc toi, tu nous dis, l'héritage du siècle des Lumières, ce sont aujourd'hui ces grands industriels qui veulent eux aussi, dans leur récit du moins, nous vendre l'idée qu'ils vont changer le monde, mais en faisant appel à des réflexes et à des codes mythologiques, et ils remettent les mythes sur le devant de la scène. Donc c'est quoi? C'est un écran de fumée, où on est dans une société, dans une époque où aujourd'hui, comme il n'y a plus fondamentalement de croyances, de religion, etc., la technique devient la nouvelle religion, en tout cas portée par ces industriels. Ce qui est de l'ordre du mythe. Parce que la référence à la religion, même Trump fait souvent référence à la religion. Ah bah oui, ils se Et font donc, envoyer par je dirais, ces 4 temps m'obsèdent parce que j'ai vraiment l'impression qu'on entre dans le quatrième moment. La volonté de changer le monde qu'on a hérité des Lumières, mais à une marche arrière inouïe dans la manière de penser, puisqu'on est de nouveau dans le croire à et pas dans le croire que, qui était proposé par les Un grand philosophes. écart. Alors, à propos du croire à, certains n'hésitent pas à dire que le vieil axiome de saint Thomas, le voir pour le croire, pourrait exploser pour la première fois de l'humanité, puisqu'on est en capacité à générer des photos plus vraies que nature, de faits qui n'ont absolument pas existé avec les deepfakes et maintenant même de vidéos. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'effectivement c'est la première fois de l'humanité que cet axiome est en risque, et où ça pourrait nous mener quand à l'ère de ce qu'on appelle la post-vérité? Mais voilà, de nouveau, le faux n'est pas nouveau. Ce qu'il y a, c'est que, Non. bon, il y a C'est toujours l'échelle du faux là qui est des nouvelle. faux tableaux et des faux. Mais aujourd'hui, le faux atteint la perfection. Ouais. Et donc, oui, là, saint Thomas, il doit faire une mise à jour de sa thèse, là. Hein. Donc, effectivement. Mais c'est toute la relation au monde. Je dirais, les astronomes au Moyen-Âge, ils regardaient le ciel avec une lunette et, je sais pas moi, les biologistes utilisaient un microscope. Aujourd'hui, ni le biologiste, ni l'astronome ne regarde le ciel, ni les molécules, il regarde un écran. Donc, il y a une espèce de couche modélisante au milieu. Est un médium qui s'est insinué partout, en fait. Parce que la réalité virtuelle, bon, c'est vraiment l'oxymoron avec un grand O. Enfin, disons, C'est pendant clair. 1000 ans, on a opposé le réel et le virtuel. Aujourd'hui, on les plaque l'un à côté de l'autre. Donc, c'est pour montrer le choc, il est important. Mais je reste fondamentalement optimiste. Moi, je crois qu'il y a des tas et la question digitale là, que tu as posée il y a une demi-heure, je crois que le bilan peut être positif. Rien que dans l'éducation. Moi, je suis assez en contact avec des étudiants africains. Ça change leur vie. Ça change leur vie. L'accès à l'information, bien sûr. Mais La bien connaissance. sûr, mais bien sûr, qui contrôle, hein? Qui contrôle? Oui.
autant il est utile de parler du digital, je crois qu'il est encore plus utile de dire, mais qui contrôle le digital? Parce que ces entrepreneurs dont on parle beaucoup, qu'on peut maintenant qualifier d'oligarques, parce que en fait, Trump a créé autour de lui un système qui ressemble à celui de Poutine. Mais ces entrepreneurs, bon, et on peut éventuellement dire que c'est des grands entrepreneurs, mais ils sont libertariens. Et ils sont transhumanistes. Et moi, je suis ni l'un ni l'autre. Le libertarien considère que l'État doit disparaître. C'est ce qu'ils s'emploient à faire. C'est ce qu'ils s'emploient à faire actuellement avec le fameux Doge. Un algorithme est plus utile et plus efficace pour gérer une administration que n'importe quoi d'autre, surtout s'il le programme lui-même. Hein. Donc. Alors justement, ça c'est intéressant parce que je voulais te citer un de nos anciens invités qui est passé tout récemment, Antonio Casilli, qui lui écrivait il y a quelques années de ça déjà, il disait « Il n'y a pas d'algorithme, il n'y a que la décision de quelqu'un d'autre ». Un peu comme cet adage, le cloud n'existe pas, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Donc effectivement, dans cette idée qu'on confie à des algorithmes qui sont supposés être plus, je dirais, rigoureux et plus fiables, entre guillemets, que nous, et entre guillemets, neutres, pas du tout, c'est la décision de quelqu'un d'autre. J'aimerais qu'on arrive dans ce triptyque capacité, moyen, envie de penser, au meilleur peut-être, à l'envie, justement. Hein, donc on l'a dit tout à l'heure, tu l'écris, une intelligence ne peut être artificielle, il n'est pas rationnel d'être 100% rationnel, et je continue de te citer, c'est l'infidélité qui conduit au talent. Tu invites donc à une prise de distance face aux règles, une forme de lâcher-prise indispensable à l'action. Est-ce que c'est ça qui peut nous sauver en vrai? C'est-à-dire ce goût de penser parce que on s'affranchit des règles, on goûte un petit peu le danger, parce que c'est un peu se mettre en risque de penser, et encore plus de partager ses pensées, je crois. Et je crois que c'est plus dangereux de ne pas s'affranchir des règles. C'est justement toute la distance aux règles. Comme dit Umberto Eco, traduire une langue dans une autre, c'est dire presque la même chose dans une autre langue. Et les règles, le plus bel exemple, c'est la grève du zèle. Moi, j'ai toujours ça formidable. Pour paralyser un système, on va travailler parfaitement. Ben, il y a un problème quelque part. Donc, la grève du zèle, c'est ça, c'est respecter les règles complètement. Et donc, si les systèmes fonctionnent, c'est parce qu'on ne respecte pas 100% les règles. La grève du zèle est assez terrible. Et on est dans cette situation. Moi, si je retiens deux mots de tout, c'est lâcher prise. Tout est là. La capacité, le désir, la volonté, la compréhension de l'importance du lâcher prise. Voilà, c'est là que tout se joue. Un patron, moi je suis dans l'entreprise, mais un patron qui lance une stratégie, à un moment donné, il lâche prise, il dit j'y vais, j'y vais. Parce qu'il ne peut pas y avoir une certitude que la stratégie... Et ce qu'il y a de mieux, de toute façon, une stratégie, c'est une simplification, puisque ça n'échappe pas à la règle dont je parlais tout à l'heure. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique.